messieurs, bonsoir. La femme dans l'histoire africaine. On aurait pu avoir une femme sur le plateau, mais il est bon que les hommes le reconnaissent, qu'ils tordent le cou à des mensonges répandus, pris maintenant pour vérité. Lasconi, qui est mon invité, a fait ce travail. Je n'ai pas une femme, c'est un historiographe. Historiographe, autant pour moi. Quelqu'un qui, non pas réécrit l'histoire pour se l'approprier, mais qui croise l'histoire, qui va à la quête de l'histoire, de la vérité, de ce qu'il nous reste comme histoire. Il va rencontrer les anciens et les anciennes, parce que nous parlons ici de femmes dans l'histoire africaine. Les femmes dans l'histoire africaine, qu'est-ce à dire? C'est dans la dynamique de l'histoire de ce continent, comprendre, éclairer sur le rôle qu'a joué la femme, parce qu'aujourd'hui, l'image africaine de la femme, ou l'image de la femme africaine, est une image qui n'est pas celle, précisément, qu'elle fut du temps de l'Afrique ancestrale qui reposait sur ses piliers et sur ses repères. C'est cela qu'on va essayer de corriger, d'expliquer aujourd'hui à travers le travail d'un homme qui sort d'une conférence de plusieurs semaines autour de la thématique de la femme. On va parler de la femme dans sa résistance, la femme politique. On va parler de la femme dans le sacré, parce que tout de même, c'est le seul continent, la seule culture où on a des prêtresses qui conduisent le culte, contrairement à tout ce qu'on peut observer ailleurs, même chez les bouddhistes. Autant de détails pour aujourd'hui nous réapproprier l'image de ce que furent nos mères, parce que de tout temps dans l'histoire de l'Afrique, ce sont elles qui ont porté l'avant-gardisme. C'est la femme qui bâtit, c'est la femme qui construit, c'est elle qui stabilise, et même l'héritage, pas seulement social, spirituel, lui est dévolu. C'est cette femme-là que nous voulons réhabiliter aujourd'hui, celle qui donne la vie, celle qui est la reine-mère, la terre-mère, mais surtout, pour demain, c'est la femme de la Renaissance africaine dont nous allons parler aujourd'hui. Lasconi, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Mbarga. Bonsoir aux téléspectateurs et à tous les techniciens de Télé-Sud. Merci beaucoup. Je suis heureux de vous recevoir à nouveau. Vous étiez là une première fois pour nous parler des merveilles de l'Afrique, l'Afrique coquette, comme vous l'appelez dans votre langage à vous. Trésor caché d'Afrique, c'était le titre de cette émission-là, qui a fait un record d'audience sur Télé-Sud. D'ailleurs, c'est l'occasion d'inviter les gens à la regarder de nouveau. Mais aujourd'hui, parce que vous êtes quelqu'un qui allait sur le terrain, vous prenez des photos, vous enseignez dans des écoles africaines, vous vous nourrissez à la tradition africaine, vous nous avez ramené beaucoup de choses. Et d'ailleurs, quasiment toutes les photos que nous verrons aujourd'hui sont des propriétés de vous-même, de votre bibliothèque, du travail que vous faites. Oui, évidemment, je n'enseigne pas seulement dans des écoles africaines, j'enseigne également dans des écoles occidentales, aux Antilles, en Europe, dans les Amériques. Et ma dernière conférence remonte il y a à peine 2 jours. J'étais à Rouen, invité par une structure estudiantine qui comptait des futurs ingénieurs et des managers, puisque nous parlons de Renaissance africaine. Ce serait l'occasion de rendre hommage à la femme africaine, puisqu'il n'y a pas de nation sans peuple et il n'y a pas de peuple sans famille. Comme c'est la femme qui donne la vie, la femme est forcément la coucheuse des nations. Et il serait d'ailleurs bon de parler de la princesse Yenenga, qui a accouché l'Empire Mossi. Si vous voulez y arriver, on y arrivera tout à l'heure. Sauf si vous ne le souhaitez pas, à ce moment on continuera. Je voulais quand même, parce que tout le monde ne vous a pas encore vu, que pendant 2 minutes, on vous présente. Après une petite virgule, et ensuite on rentre dans le vif du sujet. Ça vous tente? Très bien. Très bien. Petite virgule, on présente notre invité. Alors, Lasconi, vous avez vu comment j'ai bafouillé tout à l'heure sur un mot que je ne vais pas répéter. Historiographe. Voilà. Qu'est-ce que c'est précisément? Alors, la différence entre historien et historiographe, il y a souvent une confusion. La marge qui sépare les deux n'est pas très importante, mais il faut tout ce qui est graphe relève de l'écriture. Sténographe, bibliographe. Donc, historiographe, c'est celui qui consigne l'histoire. L'historien, c'est celui qui étudie et enseigne l'histoire. Donc, vous consignez l'histoire, c'est quoi? Consigner l'histoire, c'est écrire l'histoire. Quand on est témoin de l'histoire, on l'écrit pour qu'elle puisse être transmise. Donc, c'est pour cela qu'on parle de historiographie. D'accord. Et vous êtes documentariste également? Oui, je suis également documentariste, à ne pas confondre avec documentaliste. Documentariste, c'est celui qui réalise les films documentaires. Documentaliste, c'est celui qui s'occupe de la documentation, donc du papier.
Et en tant que documentariste, vous avez combien de documentaires à votre actif? Bon, disons que j'ai l'une des plus importantes banques d'images privées sur le monde noir. J'ai à peu près 26 000 rushs et plus de 174 000 photographies sur le monde entier. Et j'ai publié exactement une trentaine de films documentaires à mon nom personnel, mais j'en ai également réalisé. Qui sont diffusés sur des médias grand public. Sur des chaînes publiques, effectivement. Et vous diffusez aussi largement? Oui, sur Internet pour vulgariser la connaissance, permettre à ceux qui ne peuvent pas accéder aux médiathèques de pouvoir s'imprégner de tout ce savoir. J'ai présenté le sujet à ma façon. J'aimerais que vous le présentiez, vous, parce que le sujet m'a été inspiré par une conférence très édifiante que vous donnez en ce moment sur ce sujet. Vous avez fait le tour, je vous ai suivi parce que je suis attentivement vos travaux. Vous, c'est quoi l'émission d'aujourd'hui dans votre esprit? L'émission d'aujourd'hui pour moi, c'est de montrer le rôle de la femme africaine dans les sociétés africaines. Parce qu'il faut gommer la caricature qui consiste à présenter la femme africaine. Lorsqu'on parle de la femme africaine, c'est l'idée qui revient tout de suite à l'esprit, c'est l'excision, c'est la polygamie, c'est comme si la femme africaine était une victime. Mais je voudrais ici prouver avec des images le contraire de ce qu'est la femme africaine. Parce que la femme africaine est au cœur même du pouvoir en Afrique. Eh bien, rentrons dans le vif du sujet tout de suite, sans fioriture. On va commencer par... la princesse Yenenga. Par ce que nous avons appelé, nous, en préparant cette émission, les femmes dans la résistance. Absolument. Mais on ne peut pas parler de résistance sans naissance de nation. Donc il serait peut-être bon, en guise d'introduction, de montrer qui peut accoucher une nation. Parce que les nations s'accouchent. Vous avez la parole, Lasconi. Donc je voudrais ici parler de la princesse Yenenga, qui est donc celle qui a donné naissance à l'Empire Mossi. Et ironie du sort, c'est que depuis... C'est elle qu'on voit à cheval. Oui, ce serait bien de voir l'illustration. Parce que la princesse Yenenga, en fait, est une figure emblématique, notamment au Burkina Faso, chez les Mossé, qu'on appelle les Mossi, puisque c'est le peuple majoritaire au Burkina Faso. Et comme je disais, c'est elle qui a donné naissance à cette nation. Et sur toute la dynastie des Mossi, on voit plus de Nabas, c'est-à-dire des chefs, des hommes, que de femmes. Il y a eu très peu de Napoko, donc le contraire de Nabas, c'est Napoko. Et pourtant, c'est une femme qui a donné naissance à cet empire, mais le pouvoir a toujours été usurpé par des hommes. Donc c'est important de dire pourquoi, quel est le rôle de Yenenga dans l'histoire des Mossé. Et comment, quelle est la prééminence d'un système où finalement le pouvoir a été arraché aux femmes qui l'ont donné? Disons que l'expérience nous a montré que lorsque les hommes prennent le pouvoir, il y a souvent une dérive dictatoriale. On ne peut pas parler de renaissance africaine sans rétablir la femme africaine dans son rôle premier, qui est celui d'accoucheuse des nations, donc la femme de pouvoir. Aujourd'hui, l'espoir est permis, la renaissance africaine est effective pour la bonne et simple raison. Personne n'aurait imaginé qu'en moins d'une décennie, on aurait 3 femmes élues à la magistrature suprême en Afrique. Nous avons notamment le cas de Ellen Sirleaf Johnson qui a inauguré justement cette période en se faisant élire au Libéria. On peut contester le suffrage, mais en tout cas, elle est présidente puisque les Libériens lui ont renouvelé leur confiance en lui accordant un 2e mandat. On a également Joyce Banda au Malawi, on en parle très peu. Et en 3e, Madame Catherine Panza-Samba, qui est actuellement la présidente de la République centrafricaine. En préparant cette émission, quelqu'un m'a dit oui, mais il y a des présidentes qui ont été imposées. Et moi, je lui ai dit, mais allez donc imposer une femme à la tête de certains pays. Ce qui n'est pas évident. Il faut quand même qu'il y ait une mentalité qui accepte cela. Absolument. Et donc, ce sont des atavismes profonds dans les esprits. Absolument, absolument. D'autant plus que je pourrais même aller plus loin. On pourrait, s'il ne serait pas exagéré de dire que
l'Afrique tout entière aujourd'hui est dirigée par une femme, puisque Mme Nkosazana Zuma, qui est la présidente de la Commission de l'Union africaine, est une femme. Donc, on en parlera dans le chapitre, notamment, des femmes plus politique. Mais revenons à ces accoucheuses de nations, comme vous les qualifiez, et ces résistantes. Parlons de la princesse Yenenga. Est-ce qu'elle a accompli un acte de résistance pour sa part, ou alors on parlera plus... C'est plutôt sa descendance, comme le Naba Oubri, le Naba Zungrana, c'est ceux-là qui ont résisté face à l'envahisseur. Parce que n'oublions pas que la lutte des Mossé a été je parle de Mossé pour être en harmonie avec l'historiographie africaine, parce que quand on dit Mossi, on sort du cadre africain, c'est un peu l'historiographie coloniale. Et donc, Yenenga a eu le mérite d'avoir accouché une dynastie de résistants. Parce que si vous lisez Combat pour l'histoire africaine de Ibrahim le nom m'échappe, Baba Kaké, je m'excuse, Ibrahim Baba Kaké, j'ai eu un trou de mémoire. Combat pour l'histoire africaine montre comment les Mossé ont repoussé aussi bien la colonisation arabo-musulmane que la colonisation française. Donc là, sans Yenenga, qui aurait préparé cette dynastie, je pense qu'on n'aurait pas eu autant de résistants. Et d'ailleurs, celle-ci est plus ou moins déifiée au Burkina Faso parce que vous ne verrez pas une grande localité au Burkina Faso, surtout en pays Mossé, qui ne porte pas le nom de... où on ne trouve pas une place ou une artère principale qui porte le nom de Yenenga. Plus au sud de l'Afrique, Néanda, au Zimbabwe. Oui, alors Néanda Nyakasikana est une princesse, c'est la fille d'un des monarques du Monomotapa, qui s'appelait à l'époque Natimba Mutola. Alors, Néanda est ce qu'on appelle un Insvikiro, c'est-à-dire une chef spirituelle. C'est elle qui est considérée au Zimbabwe actuel comme le précurseur de la lutte de libération, puisque c'est elle qui a inspiré en 1896 ce qu'on appelle la Chimurenga. Chimurenga qui signifie en langue shona la bataille. Et sans cette bataille, on n'aurait pas connu la deuxième Chimurenga menée par... on la voit sur une photo, c'est une femme qui a l'air très simple dans son pagne. Oui, non, mais justement, c'est une photo qui a été prise par les Britanniques lors de son arrestation, puisqu'elle a été capturée en 1897 et un an après, elle a été exécutée avec... c'est elle qu'on voit à l'image, là. Celle qu'on voit à l'image, effectivement. Et donc, c'est elle qui a inspiré la Chimurenga. Sans la première Chimurenga, la deuxième n'aurait pas été possible. La deuxième a été menée par des hommes, Robert Mugabe et Joshua Nkomo. Et c'est celle-là qui a débouché sur les accords de Lancaster House en 1977 en Grande-Bretagne. Vous parlez également de ces femmes qui se sont battues pour le Ghana. Oui, notamment la reine Naneya Santewa I, dont on parle très peu alors que son rôle a été majeur dans l'histoire de la résistance africaine. Lors de notre dernière émission, j'avais évoqué brièvement son épopée. Malheureusement, on n'avait pas eu la possibilité d'illustrer à cause des problèmes techniques. Cette fois-ci, nous avons des images... C'est avec elle que vous êtes en image Non, c'est pas elle. Parce que je n'aurais pas pu faire une photo avec elle. Elle s'est éteinte en 1900, donc il y a 114 ans. Non, mais sa petite fille, pardon. Oui, c'est sa petite fille avec laquelle je suis en image, oui. Mais on pourrait voir... Elle reviendra... D'accord. Alors, Naneya Santewa a joué un grand rôle pour la bonne et simple raison, c'est qu'elle a mis en déroute les troupes britanniques qui ont tenté de conquérir le royaume Ashanti. Et lorsque Otumfo, la Santeno Otumfo II a été déporté aux îles Seychelles, c'est elle, Naneya Santewa, en tant que reine des Djezu, qui prendra la relève, notamment en conduisant un bataillon de 21 000 femmes. 21 000 femmes qui ont guerroyé contre les Britanniques. Quand vous parlez de ces femmes, pardonnez-moi, il y a une expression commune utilisée pour ces femmes guerrières qui est Amazone. Vous rectifiez. C'est justement ça l'historiographie, de dire ce n'est pas le mot approprié. Effectivement, parce que Amazone relève de la mythologie grecque. Les Amazones n'existent pas en Afrique. Quand on parle des Amazones, d'ailleurs, c'est une erreur. C'est pour cela que l'histoire africaine doit être complètement écrite, puisque les officiels même utilisent ces expressions qui peuvent être dévalorisantes pour nous. Le terme exact, c'est lequel? C'est Mino. Mino, à ne pas confondre avec les Mina, un peuple qui vit au Togo voisin. Alors, les Minos sont des
ont constitué la première garde royale au monde au XIXe siècle, avec notamment le roi Guézo, père de Glélé et grand-père de Béhanzin. Et les Minots ont eu à guerroyer contre les troupes coloniales conduites par le général Amédée Dodds pour conquérir... C'est le même esprit que portait Amilcar Cabral, par exemple. Absolument. Qui avait une armée de femmes autour de lui. Non, pas une armée de femmes, enfin, des bataillons de femmes. Et ces femmes se sont illustrées notamment dans la guérilla contre l'armée coloniale portugaise, puisque Amilcar Cabral est le seul leader africain qui s'est battu pour l'indépendance de deux pays, à savoir la Guinée-Bissau et les Cap-Verts. Alors, quand on parle de femmes soldats ou soldates, est-ce qu'elles ont une particularité? Est-ce qu'on les utilise d'une manière spécifique dans l'armée ou c'est simplement... On ne peut pas utiliser ces femmes. Ce sont ces femmes-là qui utilisent les hommes. Par exemple, chez les Minots, la devise était les hommes au champ, les femmes à la guerre. Donc les hommes n'avaient pas le pouvoir d'utiliser. C'est toujours la femme qui donne la vie. Donc l'homme ne peut pas, en période de guerre, ne peut pas utiliser une femme. Parce que c'est la femme qui connaît l'homme. Ce n'est jamais l'homme qui connaît la femme. Est-ce que nous avons on a une image d'Amilcar Cabral entouré d'un de ces fameux bataillons. Oui, cette image-là, elle est très parlante. La photo, elle est prise dans le maquis. Dans le maquis, effectivement, en Guinée-Bissau. Et d'ailleurs, Amilcar Cabral a fait un brillant discours lors des obsèques de l'Ossadjefio Kwame Nkrumah à Conakry, dans un stade, où il rendait justement hommage à la femme et parlait du concert de la trahison qui est souvent incarné par les hommes. Dans la déclinaison que nous sommes en train de faire du rôle de cette femme dans l'histoire, évidemment, une émission de télévision passant vite, on a pris des grands axes pour illustrer finalement votre propos et votre message, qui est de parler de cette femme qui n'était pas en second plan, qui n'était pas infériorisée, mais qui a toujours eu les mêmes tâches, les mêmes fonctions, et parfois même la prééminence. Oui, mais disons que j'ai souvent tendance à dire à mes étudiants que le féminisme n'a pas droit d'exister en Afrique pour la bonne et simple raison. La femme n'est pas considérée comme l'inférieure de l'homme. Mais est-ce que quand vous dites ça, vous parlez de l'Afrique actuelle, ou bien dans sa culture profonde? L'Afrique actuelle, parce que l'Afrique qui relègue la femme au second plan, c'est l'Afrique qui a été dominée par le fouet avec des dogmes étrangers. Mais le fouet, justement, a touché l'Afrique en plein cœur et est très répandu. Mais elle n'a pas touché l'intégralité de l'Afrique. Les Dogons n'ont jamais été colonisés. Les Imba n'ont jamais été colonisés. Les Maasai n'ont jamais connu de colonisation. On a beaucoup de peuples comme ça, comme les Batois. Au Rwanda et au Burundi, ce sont des peuples qui ont échappé à la colonisation. Je pourrais même aller dans la diaspora en parlant notamment des marrons de Port-Antonio en Jamaïque, qui pratiquent encore aujourd'hui ce qu'on appelle le pacomania. On pourrait aller au Brésil, il y a des sociétés où les hommes et les femmes déportés d'Afrique ont échappé à la colonisation. C'est le cas au lavage de cerveau. Oui, c'est le cas notamment des Joukas au Suriname, qu'on appelle la Guyane néerlandaise. On a également le cas de Bouchilengue et de Saramaka en Guyane. Donc, il y a des sociétés africaines. Je pourrais même parler notamment des Garifuna. Aux États-Unis? Non. Aux États-Unis, il s'agit des Goulas. Les Goulas. Je parle des Garifuna qu'on retrouve notamment au Honduras et à Belize, qu'on appelle le Honduras britannique. Exactement. Et ces femmes fortes, on les retrouve aujourd'hui encore au Burkina, par exemple, et ailleurs. Mais vous avez illustré avec des photos au Burkina les femmes bâtisseurs, les femmes architectes. J'aurais même pu illustrer sur Yaa Santewa, voir sa tunique, comment elle a mis en déroute les Britanniques. Parce que n'oublions pas que pour soumettre les Ashantis, fallait présenter un tabouret doré qu'on appelle le Golden Stool. Et le Golden Stool, les Anglais ont cru avoir pris ce tabouret en capturant Yaa Santewa. Ce sont des photos que j'avais prévues. Il aurait été bon de les montrer aux téléspectateurs pour qu'ils voient que ce ne sont pas des mythes. Parce que les photographies ont été prises par les Anglais. Et moi, j'ai pu les obtenir en allant justement visiter ce qu'on appelle le Mania Palace à Koumassi, qui est aujourd'hui la seconde capitale de la République du Congo. Parlons de ces femmes qui bâtissent des maisons multiséculaires du côté du Burkina.
Elles bâtissent des maisons dans toute l'Afrique, notamment chez les Ndébélé aussi en Afrique du Sud. Oui. Mais on pourrait s'arrêter au Burkina Faso. Comme vous êtes attardé, les photos que nous avons sont principalement celles dans le Naouri, donc ça va du Burkina Faso jusqu'au Ghana. On ne peut pas dire que le Naouri appartient au Burkina ou au Ghana. Bien sûr, bien donc sûr. Sinon, on valide la balkanisation. Et ces femmes ont la spécificité de construire et de décorer les maisons. Que je considère cette région comme l'une des plus grandes universités d'architecture du monde, puisque beaucoup de gens, beaucoup d'expatriés viennent visiter et étudier cette architecture qu'on appelle l'architecture Kassena. Quel est le sens de ces maisons? Alors, ces maisons ont deux fonctions. La fonction à la fois d'abriter les familles, mais aussi de protéger les familles, puisque les maisons Kassena sont les seules habitations que je connaisse, à mon avis, qui préviennent l'habitant avant de tomber. Là encore, on pourrait dire ce n'est pas rationnel, mais est-ce que l'histoire de la Vierge Marie est rationnelle? Donc là encore, je peux prouver en image. Et de quelle manière on est prévenu? Ce sont des maisons, en fait, dans chaque maison, il y a un hôtel qu'on pourrait appeler des talismans, sorte de calebasse chargée. Et là, ça relève de l'initiation pour pouvoir expliquer. C'est un savoir qu'on ne peut pas divulguer devant les... Comment sont construites ces maisons? Ces maisons sont construites avec de l'argile. Il y a une technique particulière. Il y a des géomètres qui sont des femmes. Il y a des ingénieurs en génie civil qui sont des femmes. Il y a des architectes qui conçoivent les plans qui sont des femmes. Et il y a des peintres qui sont également des femmes, des chimistes qui composent, parce que la peinture qui est utilisée pour décorer les maisons Kassena, elle vient des végétaux. Donc, elle n'est pas du tout polluante et toxique. Et il faut préciser encore, ce sont les femmes qui les bâtissent. Et à main nue, parce que en Afrique, construire avec la main a un sens. A un sens, puisque pendant qu'on construit les maisons, on fait des incantations en touchant l'argile et on caresse les murs. Par exemple, je pourrais toujours révéler ce secret, il n'est pas très important dans le cadre spirituel. Prenons par exemple, lorsque les Kassena construisent une maison, au bout de 72 heures, il faut observer le premier mur au bout de 72 heures. S'il n'y a pas un lézard qui passe, il faut casser la maison, sinon la maison ne peut pas durer. Mais ça, on rentre dans le monde ésotérique et ça relève de l'initiation. La taille des maisons. Il y a quand même quelque chose d'intéressant sur la taille des portes. Si on peut voir la maison depuis une porte d'entrée. Il serait déjà bon de voir ces femmes. Parce on les a vues pendant que vous me parlez. Elles passent dans votre dos. Très bien. Et moi, je les vois. Alors, ces femmes qu'on voit notamment, ce sont des femmes octogénaires, il faut le préciser. Celle qui est en bas, par exemple, c'est mon professeur de maçonnerie. Elle a exactement 86 ans. Alors, vous imaginez une femme de 86 ans en train encore de monter sur les échelles pour pouvoir bâtir, ça relève de l'exploit. C'est-à-dire que l'Afrique stable, c'est l'Afrique traditionnelle. C'est qu'on ne peut pas vouloir parler de modernité sans partir de ses traditions. Le problème est là, en Afrique. Aujourd'hui, si l'Afrique est en échec... C'est comme une maison, sans partir de ses fondations. Absolument, la maison est vouée à l'effondrement. Pour la bonne et simple raison, ces maisons qu'on a vues tout à l'heure, j'aurais pu davantage illustrer. Allez-y. En fait, ces femmes ont d'abord le don de lire la nature et l'environnement. Ça, c'est très important. Mais ce sont des choses qui ne peuvent pas s'expliquer comme cela. Il faut voir. Parce qu'il y a toute une initiation à des rites autour de cela. Et il y a d'ailleurs une écriture que très peu de gens maîtrisent encore aujourd'hui. Que l'on voit sur les murs. Oui, c'est ce qu'on appelle le kassim. Donc, c'est important d'étudier tout cela. Ce qui m'a beaucoup impressionné dans cette localité, le Naouri, qui est une province très vaste, qui en a des villages comme Bungu, Kampala, à ne pas confondre avec la capitale de l'Ouganda, Kampala, qui s'appelle aussi Kampala, d'où l'unité culturelle de l'Afrique. On a également Tchébélé, Léo, et c'est l'une des régions où on produit le plus le beurre de karité en Afrique. Pourquoi ce sont les femmes qui construisent des maisons principalement ou exclusivement dans cette région-là? Parce que pendant les razzias négrières, les hommes allaient se battre, ils allaient au champ de bataille. Et les femmes restaient à la maison avec des enfants. Donc, pour se protéger, ces femmes ont imaginé construire des maisons avec, comment dirais-je, des portes assez étroites. Lorsque les envahisseurs venaient, quand les portes sont étroites, les gens sont obligés de se mettre à genoux. Et lorsqu'ils se mettaient à genoux, on voyait la tête d'un étranger. Systématiquement, il y avait une personne avec une machette
pour lui couper la tête. Ce qui fait que ça a été dissuasif et beaucoup de négriers. Ces maisons ont été des maisons de résistance et de résistantes. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'architecture Kassena. C'est une architecture qui devrait être étudiée dans les écoles d'architecture en Afrique. On pourrait également notamment parler de l'architecture Mosgoum, qu'on trouve au Cameroun et aussi au Tchad, que justement les premiers missionnaires européens qui arrivent appellent l'architecture obus, parce que ces missionnaires sont accompagnés de militaires. Tout de suite dans l'esprit, ils ont la guerre, et donc ils surnomment cette architecture l'architecture obus. Quand vous parlez de ces femmes bâtisseuses, ces femmes architectes, ces femmes qui construisent, qui gardent, qui veillent, puisque c'est le début de notre exposé même qui posait la question de la Renaissance, elle est d'abord spirituelle et dans une société très linéaire, y compris dans sa spiritualité. Ça nous amène au fait qu'en Afrique, dans le sacré, la femme et l'homme ils font un. Ils font l'unité même. Oui, absolument. L'homme et la femme, dans le paradigme africain, l'homme et la femme sont complémentaires. Il ne faut jamais les opposer. Parce qu'il n'y a pas de femme sans homme, il n'y a pas d'homme sans femme. C'est important de le préciser, de le dire, pour éviter des conflits inutiles. Et cette Afrique-là, aussi longtemps qu'elle sera mise de côté, l'Afrique actuelle ne pourra jamais aller de l'avant. On a remarqué, par exemple, prenons par exemple, je vais citer l'exemple par exemple du Rwanda. On peut reprocher beaucoup de choses au régime de Kigali, mais on peut au moins lui concéder l'honnêteté intellectuelle exige qu'on reconnaisse que le Rwanda est le pays en matière de droits de femmes qui est le plus progressiste, puisque c'est le seul pays au monde qui a le Parlement majoritairement constitué de femmes. 54% de l'Assemblée nationale au Rwanda est constituée de femmes. L'Afrique du Sud n'est pas mal non plus. L'Afrique du Sud n'est pas mal non plus, puisque la chef de la diplomatie d'Afrique du Sud est une femme. Madame Nkakula, ministre de la Défense de l'Afrique du Sud, est également une femme, en sachant que l'Afrique du Sud est la deuxième marraine au monde après la Grande-Bretagne. Et que c'est de l'Afrique du Sud que nous vient la femme qui est à la tête de la Commission de l'Union africaine. Et n'oublions pas que ces femmes-là ont fait partie de ce qu'on appelle l'Umkoto Sizwe, qui signifie en langue kossa le fer de lance de la nation. C'était la branche armée de l'ANC. Ça, c'est aussi un des actifs de Mandela. Absolument, dont on ne parle pas. Et il serait peut-être bon d'exhumer, parce que l'Umkoto Sizwe naît après les massacres de Sharpeville en 1960. En mars 1960. Attardons-nous un peu sur cette femme africaine dans le sacré. On a du temps. Prenez le temps de rentrer en profondeur dans cette femme dans le sacré. En préparant l'émission, vous me faisiez relever, à juste titre, ce que nous voyons tous sans jamais le voir. Parce que ce sont les esprits qui sont aveuglés pour ne pas voir ce qu'il faut voir. Il y a de prêtresses que dans les cultes africains. Absolument. Si je ne voudrais pas ici faire des comparaisons faciles et inutiles, mais regardez, observez vous-même dans les religions dites révélées, pour ne pas les nommer, vous verrez que ceux qui conduisent les cultes, ce sont toujours des hommes. C'est né que dans le vaudou, dans le Kingunza, chez les Congos notamment, qu'on trouve les femmes. Et la femme est d'ailleurs même divinisée. Si vous prenez par exemple l'un des cultes africains les plus populaires en Afrique centrale, c'est le kimbanguisme. Le kimbanguisme n'est rien d'autre que l'œuvre d'une femme qu'on appelle Mama Mwilu, qui n'est autre que l'épouse de Simon Kimbangu. Parce que Simon Kimbangu n'a pas créé le kimbanguisme. C'est après sa mort que son épouse Mwilu et Mama Mwilu créent le kimbanguisme. Et on peut voir le résultat que ça a donné, puisque le premier orchestre philharmonique qui compte une centaine de musiciens, il y a autant de femmes que d'hommes, donc nous tombons dans la parité, c'est un orchestre kimbanguiste. Mais est-ce qu'on peut relever quand même, à ce niveau de l'émission, justement la contradiction, d'où elle naît? Cette contradiction entre une Afrique ancestrale profondément, disons, égalitaire, prenons un mot rapidement, même s'il n'y a pas le conflit structurellement dans notre perception des genres, pour faire écho à un débat qui a cours ici en ce moment, et une réalité... Qui ne nous concerne d'ailleurs pas. Ah, pas du tout. Enfin, et une réalité aujourd'hui qui est quand même... est-ce qu'on ne peut pas constater qu'il y a machisme actuel ? Que ce soit sur le plan politique ou social ou économique. En fait, il suffit d'observer l'Afrique. Je ne parlerai pas d'Afrique précoloniale, puisque ce serait encore valoriser le colon.
pensant que l'histoire de l'Afrique commence à partir de la colonisation. Je parlerai plutôt de l'Afrique impériale pour emprunter l'expression souvent utilisée par mon collègue et frère Jean-Philippe Omotunde. Dans l'Afrique impériale, qui existe encore aujourd'hui, vous pourrez retrouver cette Afrique chez des peuples comme les Dogons, chez les Mianka, chez les Imba. La femme est l'égale de l'homme. Elle participe à toutes les activités. Si vous allez par exemple dans le Naouri, la région où on a vu les femmes bâtisseuses, les femmes ne font pas que seulement bâtir, elles travaillent dans des mines d'or. C'est important. Si vous allez dans les mines comme Kassola, vous trouverez là des femmes qui creusent pour pouvoir sortir du minerai. Donc là encore, c'est une société égalitaire. Vous allez au Congo, vous avez des femmes qui cassent des pierres. Vous allez même à Ouagadougou, en plein Ouagadougou, il y a la carrière de Boulmigou. Là encore, ce sont des femmes qui cassent du granit. Mais seulement, je dirais quand même que par rapport à ma sensibilité, je ne souhaiterais pas que les femmes fassent ce genre de travaux parce que je pense que donner la vie, c'est déjà un grand travail. 9 mois de grossesse, c'est déjà un fardeau. Donc, donner encore ces tâches pénibles à la femme, même si nos sociétés égalitaires, je pense que j'aurais plutôt tendance à les protéger, à interdire aux femmes de faire ce genre de travail. Le salut de l'Afrique passe par le retour de la femme à la place qui a toujours été la sienne. Les résultats sont éloquents. Prenons le cas, par exemple, d'un pays comme le Libéria. Le Libéria a été créé en 1822. Il a accédé à l'indépendance 25 ans après, en 1847. De 1847 jusqu'à 1900, on va dire jusqu'aux années 2000, ça a été la déchirure. Esclavage, coup d'État, guerre civile qui a duré plus de 10 ans. Et il a fallu qu'une femme prenne la tête de ce pays pour que le pays soit apaisé. La barbarie s'effrite. Donc il y a quand même là un signe qu'il faut savoir interpréter. Prenons le cas, par exemple, du Zimbabwe. À l'époque, lors de la première Chimurenga, c'est la femme qui a la tête de la résistance face à la pénétration coloniale. Lors de la pénétration coloniale, je m'excuse. Que se passe-t-il? Pendant la seconde Chimurenga, qui est dirigée par 2 hommes, il y a encore des problèmes conflictuels du pouvoir. N'oublions pas qu'il y a une mini-guerre civile au Matebeleland, notamment cette région dont était originaire Joshankomo. Et on a vu ce que ça a donné. Donc, lorsque la femme est toujours associée, les choses ont tendance à se stabiliser. C'est un équilibre naturel. Absolument, que nous avons absolument. compris. Moi, je suis complètement opposé à cet impérialisme religieux parce qu'on constate que certains pays du Golfe qui ont les moyens financent des structures religieuses pour pouvoir imposer leur mode de vie. Allez-y, prenez un exemple concret. Vous donnez un cours dans une école au Niger. L'année dernière, j'ai été au Niger, à l'université Abdou Moumouni, où j'ai donné plusieurs cours. J'ai même d'ailleurs donné un cours à l'EMIG, une école prestigieuse qui forme l'élite sous-régionale. Et là, j'étais choqué. Dans une classe, dans un amphithéâtre d'à peu près 50 étudiants, il n'y avait que 2 femmes, et les 2 femmes étaient au fond. J'ai dit... Et voilées. Et voilées. Bon, à la rigueur, le voile, les gens peuvent dire que ça protège contre le soleil. Ça ne me pose pas trop de problème, mais le problème, c'est qu'elle soit derrière. Et là encore, l'accoutrement n'est pas un accoutrement africain. Donc, nous assistons à un impérialisme religieux qu'il faut dénoncer parce que cela devient comme normal. Et il y a à peine 3 mois, j'étais dans la ville de Sikasso, au Mali, pour compléter mes travaux. Vous finissez avec cet épisode du Niger et vous demandez à vos étudiants de passer... Je demande à mes étudiants, je dis dans ma culture, je ne suis pas là pour bouleverser les cultures des autres, leur mode de vie, mais c'était moi qui donnais le cours et il m'était insupportable de voir les 2 seules femmes être au fond de la salle. On avait l'impression qu'elles étaient là pour décorer. Donc j'ai demandé à ce qu'elles viennent et les étudiants étaient un peu choqués. Mais j'ai dû leur expliquer en leur montrant des images de l'Afrique impériale, que dans l'Afrique impériale, l'homme et la femme étaient côte à côte. On ne les séparait pas. Ensuite, vous parliez de Sikasso. Oui, donc à Sikasso, j'ai observé la même chose également. Pendant que j'étais en train de faire le tour du Tata, qui est donc l'ancienne muraille qui protégeait la ville de Sikasso, là encore, je vois pas mal de femmes qui viennent avec un accoutrement oriental. Et cela me choque. Alors, parce que vous démontrez un certain nombre de choses.
avec des illustrations hein, à l'appui de ce que vous dites. Mais vous savez qu'il y a toujours les contradicteurs, ceux mêmes qui ont donné l'image qui nous pénalise aujourd'hui et qui vous diraient tout ce qu'on a raconté comme mensonge. Essayez d'aider ceux d'entre nous qui sont encore enchaînés ou sous l'emprise de ce discours-là, en leur donnant des clés encore même plus lointaines sur la femme qui est le cœur du pouvoir, de la spiritualité et de la culture en Afrique. Disons que la véritable difficulté pour ces personnes, c'est que l'Africain est éduqué pour être hostile à sa propre culture, à sa propre personne. Donc lorsque, par exemple, on donne l'exemple du vaudou, les gens vous diront que c'est du fétichisme, c'est dangereux. Et il ne faut pas... Donc les gens n'osent même pas avoir la curiosité intellectuelle de voir ce qui se passe. Je ne suis pas comment dirais-je, un adepte du vaudou, mais en tant qu'observateur, j'ai pu voir comment ça fonctionne. Des femmes qui dirigent le culte, c'est quand même impressionnant. Il y a eu un débat en Angleterre qui a fait couler beaucoup d'encre. Je connais très bien la Grande-Bretagne. Et lorsque l'archevêque de Canterbury a nommé une femme pour diriger une paroisse anglicane, ça a fait couler beaucoup d'encre. Alors que chez les Africains, ça passe comme une lettre à la poste. Donc je parle de l'Afrique traditionnelle, l'Afrique stable. Et souvent, pour justement balayer ces clichés, il est bon de montrer ces exemples. Est-ce que ça ne doit pas commencer par la famille, d'abord? Oui, la famille, mais si les parents sont aliénés, le résultat sera le même. Mais comment on fait? Comment on procède? C'est quoi? C'est l'éducation? C'est l'éducation, c'est l'éducation, parce que le malheur de l'Afrique, c'est que l'élite africaine n'est pas assez africaine. Nous vivons avec des cultures d'emprunt et nous voulons reproduire ce qu'on voit ailleurs, parce que dans la mentalité du colonisé, ce qui vient d'ailleurs est toujours meilleur que ce qui se trouve sur le continent. Et conclusion, on devient des mauvaises copies, des pâles copies. Nkrumah en parle dans son ouvrage Africa Must Unite. Je pense qu'il serait bon aussi pour certaines personnes de lire les ouvrages écrits par nos érudits qui ont médité sur la question. Moi, je suis là en tant que vulgarisateur parce que j'ai eu le privilège d'avoir visité 419 villages africains repartis dans 29 pays. Je parle de visiter, je pourrais même parler de séjourner, puisque j'ai vécu dans certaines régions. Et aussi longtemps que les gens n'auront pas cette curiosité intellectuelle de connaître d'autres localités que celles où ils sont nés, ils ne peuvent pas comprendre l'Afrique. On le sait intuitivement, mais vous, de manière scientifique, quand vous avez parcouru cette Afrique-là, quels sont les apports spécifiques que la femme dont elle est porteuse pour l'Afrique d'aujourd'hui, pour sa renaissance, pour son réveil, pour sa vitalité? Il serait difficile de confier la femme dans un seul domaine. La femme a été partout. On a vu les images de la femme dans la résistance, on a vu les femmes... Non, pas dans le domaine, en termes d'esprit. C'est-à-dire que les anciens étaient éclérés pour lui donner cette place, qui est la place même primordiale, en réalité. Puisque si on lui donne si on ne lui donne pas la... Si on parlait de donner encore, on rentre dans le machisme et ça fausse. Oui, si elle a la prééminence dans la spiritualité, dans le sacré, qui est le cœur même de tout, parce qu'elle a la prééminence. On dit que spirituellement, elle est plus forte que l'homme. Mais c'est évident, parce que c'est elle qui donne la vie. Du moment où elle vous a gardé pendant 9 mois dans un ventre, pendant cette période de gestation, il y a une communication entre l'enfant et la femme. Donc, systématiquement, lorsqu'une femme allaite, on ingurgite des valeurs. Hein? On ingurgite des valeurs. On ne boit pas seulement le lait pour se nourrir, mais on ingurgite des valeurs, on ingurgite pas mal de choses. Et l'esprit est là. Lorsqu'une femme est spirituellement forte, en allaitant, elle transmet forcément quelque chose. Et ça, c'est très important. Et dans la société actuelle, ma question, peut-être que je la pose mal, l'Afrique perd quoi en ostracisant ces femmes? Disons que l'Afrique perd l'essentiel, puisqu'on la voit instable. Ça s'explique. L'Afrique perd tout. La réalité nous montre, et c'est tellement évident, flagrant, qu'on ne pourrait même pas le contester, c'est que l'Afrique, lorsqu'elle ostracise la femme, elle le relègue au second plan, elle a tout à perdre. Prenons l'exemple de cette région dont je viens de parler, notamment le Naouri, qui est une région dont je suis tombé amoureux. Il n'y a ni voleur ni prostituée.
La prostitution est un problème grave en Afrique. Pas seulement en Afrique, dans le monde d'ailleurs. Et lorsque vous êtes dans une région où les femmes ne se prostituent pas, ça donne de la fierté. Parce que je ne pense pas qu'il y ait un seul homme au monde qui serait heureux de voir sa sœur, sa femme ou sa mère en train de se prostituer. La prostitution est un fléau. Si c'est considéré dans certaines sociétés comme le plus vieux métier du monde, cela n'est pas une règle universelle, cela n'est pas valable. Il y a des régions en Afrique où les femmes ne tapinent pas. Je tiens à le dire, je suis catégorique. Et ça, je peux le prouver en image. La première prostitution, elle est intellectuelle, elle est spirituelle, elle est... disons que la prostitution intellectuelle, c'est une fois qu'on est soumis. Mais lorsqu'on n'a pas été soumis par le fouet, on ne peut pas se prostituer. Personnellement, je ne pourrais jamais me prostituer intellectuellement. Des possibilités, des opportunités, j'en ai eu, mais je ne le ferai pas pour la bonne et simple raison, j'ai une formation initiatique. Se prostituer, c'est quoi? Se prostituer, c'est comme ce qu'on appelle aux États-Unis, pour parler de la prostitution intellectuelle. Oui, oui. C'est se renier et valoriser toujours ce qui vient ailleurs. Je suis souvent surpris lorsque je me retrouve dans certains colloques avec des collègues qui passent leur temps à paraphraser des auteurs grecs ou allemands qui, pour la plupart, sont négrophobes d'ailleurs. C'est cela la prostitution intellectuelle. On veut citer Montesquieu sans savoir ce que Montesquieu dit sur les nègres dans l'esprit de loi. On veut citer Hegel sans savoir ce que Hegel dit sur l'histoire de la philosophie. Parce qu'il a laissé des réflexions. Il faut lire ces gens-là pour comprendre. Et ça, c'est de la prostitution intellectuelle. On a beaucoup d'intellectuels africains. Lorsqu'on leur pose la question, quelles sont vos premières influences, vous ne les verrez pas citer un seul Africain ou un auteur de l'arrière-pays, alors que l'Afrique fourmille de grands penseurs. On a Tcherno Bokar qui a formé l'un des meilleurs littéraires africains qui est Amadou Ampateba. On a Waka Misoko qui a formé le regretté Youssouf Tata Sissé qui est l'un des meilleurs anthropologues africains de tous les temps. On a Rujindiri qui est un brillant historien qui a siégé à la cour de Mwami au Burundi et au Rwanda pendant 50 ans. On a Bazoumana Sissoko qui est une encyclopédie vivante qui nous a quittés en 1987 au Mali. Personne n'en parle pour la bonne et simple raison. Les Africains, pour faire beau, pour faire civilisé, sont obligés tout le temps de faire recours. Ce n'est pas mauvais de citer les autres. Il m'arrive moi aussi de citer Guy Descartes et d'autres penseurs qui ont été très très brillants dans ce qu'ils ont fait. Mais seulement, les penseurs africains sont toujours mis de côté, comme la femme d'ailleurs. Et est-ce que vous avez rencontré sur votre chemin une société dans toutes vos recherches que vous pourrez citer en exemple, dans son équilibre? J'en ai beaucoup. Allez-y. La première société que je pourrais par exemple citer, c'est la société des Ndébélé. Alors les Ndébélé sont un peuple qui vit à la fois au Zimbabwe et en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, ils vivent dans une région qu'on appelle le Kwandébélé. Et là, allez voir ce qui se passe. C'est que dès qu'on rentre, tout de suite, on respire parce que l'environnement, tout est joyeux. Les couleurs sont attractives. Oui, c'est très beau. Et ça, c'est très beau à voir. Là, c'est une société d'équilibre. On n'a même pas besoin d'importer les jouets. Ce sont les femmes qui les fabriquent. Donc, ça réduit déjà les frais pour les hommes, pour ne pas parler d'économie. On pourrait prendre, par exemple, le cas du Togo et du Bénin. Le Togo, le Bénin, même le Nigeria, sont des pays dont l'économie dépend essentiellement des femmes. N'oublions pas les nanabèzes. Si ce ne sont les politiques les régimes dictatoriaux qui sont succédés au Togo, le Togo serait aujourd'hui l'un des pays les plus prospères d'Afrique. On a vu comment les nanabèzes ont eu à influencer des industriels en Allemagne et en Hollande avec le wax. Donc ça, encore une fois, lorsque la femme retrouve son rang, elle brille. Qu'est-ce que vous dites à une femme africaine, par exemple, parce que les Africains sont éclatés maintenant à cause de l'histoire, ils sont très nombreux ici, qui est peut-être dans la diaspora, qui est chef d'entreprise, disons, et qui a un problème avec ce qu'on lui renvoie à chaque fois. Vous lui dites quoi? En fait, pour bâtir sa fierté. Disons que ma formation... C'est un cas qui m'a été posé, je vous pose la Oui, question. mais disons que c'est une question piège. Pourquoi? Je pourrais y répondre aisément. Je ne veux pas apparaître comme un gourou qui veut diriger les gens vers un culte particulier. Je n'aime pas les dogmes. C'est juste réparer cette personne avec une longue tradition de disons réussite. que déjà, quand on voit ce qu'on voit majoritairement, on a parfois même l'impression que la femme africaine aux cheveux naturels est une espèce rare.
nous sommes le seul peuple dont les femmes portent des cheveux de cadavre. Et cela, on devient comme des poubelles ambulantes. Donc ça me pose un problème. Il y a une certaine laideur qui s'affiche à une femme comme ça, ne peut que produire des enfants faibles. Non, mais excusez-moi. On ne peut pas en rire, mais non, mais c'est une tristesse. Vous avez des formules terribles. Des cheveux qui sont pris sur des cadavres en Inde, qu'on javelise un peu et qu'on porte. Et ça coûte cher d'ailleurs, et les hommes apparemment aiment ça. Finalement, on touche à l'image de soi. Mais bien sûr que c'est important. Je crois même que ceux qui nous fournissent ces cheveux-là, bon, personnellement, moi, je n'en porte pas, je suis chauve, mais lorsqu'on voit cela, c'est catastrophique. Hein? On a l'impression que pour être belle, la femme africaine, elle est obligée de devenir artificielle. Faux cheveux, faux ongles. Mais où est passée notre tradition? La tradition, elle est là. La tradition, elle est là, mais puisque nous sommes lobotomisés. Lorsqu'on est lobotomisé, le cerveau ne fonctionne plus. Il ne voit plus. Oui, on devient systématiquement aveugle. On ne voit de la laideur que dans tout ce qui est Afrique. Qu'on aille vers ces femmes qui savent encore tresser. Elles sont là, l'Afrique n'a jamais disparu. Qu'on aille vers ces femmes qui savent encore tisser, qui savent encore faire tout ce qu'il y a de beau dans le Ndébélé et ailleurs. Absolument. Pour s'en nourrir et enseigner, parce qu'il faut transmettre. Oui. Puisque ce sont des poches maintenant de survivance. Et la peur, c'est qui vient récupérer tout ça? Est-ce que dans certains pays, il y a une organisation, à part des gens comme vous? Oui, il y a des organisations. Au Burkina Faso, il y a des organisations. Je cite souvent le Burkina Faso parce que c'est un pays où je travaille beaucoup. Et donc, j'ai plusieurs exemples. Il y a des organisations, parce que n'oublions pas que le président Thomas Sankara a fait un véritable travail pour promouvoir la femme. Il a réhabilité toute cette culture qui a été enfouie pendant des siècles de colonisation. Donc, aussi longtemps que les femmes africaines, il n'y a pas que les femmes, hein, bon, puisque l'émission est consacrée aux femmes, nous parlons essentiellement des femmes, parce qu'on pourrait aussi tomber dans l'ostracisme, donc c'est pour cela qu'il est bon d'être précis. Il n'y a pas que la femme africaine qui est lobotomisée. Et si quelqu'un vous renvoyait de manière péremptoire? Ce n'est pas moi, hein. Oui. Je suis juste un réceptacle de questions potentielles. Absolument. Et pourquoi vous ne parlez pas de polygamie et d'excision? Parlons de polygamie, commençons déjà par l'excision. Justement, voilà encore une image fausse de l'Afrique. L'excision n'existe pas dans beaucoup de régions d'Afrique. Un pays comme le Congo, les trois Congos, l'Angola, la République démocratique du Congo, le Congo-Brazzaville, le Zimbabwe, la Zambie, le Rwanda, le Burundi, une très grande partie de l'Afrique, l'excision n'existe pas. On a même le contraire. C'est le Gukuna. Mais n'étant pas chirurgien, je préfère ne pas me lancer. Et paraît-il que c'est très efficace. Les hommes ne sortent pas une fois que les femmes sont gukunisées. Allez chercher, est-ce que c'est le Gukuna? Mais quand on vous aura dit ça, on essaye de nous dire, mais c'est vous qui avez mutilé les femmes, etc. Non, expliquez simplement, ça vient d'ailleurs. Ce n'est pas les exciseurs, il y a des femmes qui excisent. Hein. Souvent même, ce sont des femmes. Ça, c'est l'apport des religions dites révélées en Afrique, pour ne pas les nommer. C'est-à-dire que ce n'est pas une tradition africaine. Ce n'est pas une tradition africaine. Voilà. J'ai un jeune frère, d'ailleurs, qui est passé... Ça vient du Moyen-Orient, pour être clair. Oui, donc ce n'est pas... on a un frère, Amunanga, qui a écrit un ouvrage là-dessus. Je pense que les gens doivent aussi lire pour comprendre exactement d'où viennent ces traditions, parce que mutiler une femme, ça relève un peu du machisme. Il y a des gens qui essaient de justifier ça par aliénation religieuse, mais je vous donne un exemple. J'ai pendant longtemps... Il ne reste pas minute. J'ai étudié dans une ville millénaire du Mali qui s'appelle Djenné-la-Sainte. Lorsque j'arrive dans cette ville, on me dit que dans tel édifice religieux, pour ne pas dire la mosquée, la grande mosquée de Djenné, qui est la seule mosquée de la ville de Djenné, les femmes entrent ailleurs, les hommes ailleurs. J'ai dit, mais pourquoi? On me dit, pour éviter les tentations. J'ai dit, mais est-ce qu'il y a... les hommes aussi peuvent tenter les femmes. Donc l'excuse de dire tout le temps, de rejeter la faute sur la femme n'a aucun sens. Et la polygamie? Parce que ceux, par exemple, qui voilent les femmes, disent c'est pour ne pas que les hommes soient tentés. Mais les femmes pourraient renvoyer l'ascenseur en disant qu'il y a des hommes qui sont beaux. Comme M. Lasconi. Oui. Allons-y. Vous répondez quoi à la polygamie? Il y a des sociétés où la polygamie... C'est d'abord quel sens, la polygamie? Bon, disons que la polygamie, oui, on ne peut pas dire dans l'histoire africaine. On dirait dans tout la simplement culture. dans les sociétés
Oui. Dans les sociétés africaines, parce que les sociétés sont quand même diverses. Il y a quand même... Et puis, c'était pas partout non plus. Oui, ce n'était pas partout. Il y a des régions Mm. en Afrique où, prenez par exemple chez les Congos, peuple dont je suis, auquel j'appartiens, chez les Congos, la polygamie est très marginale. Si vous prenez par exemple le royaume Congo, il y a eu autant de femmes que d'hommes sur le trône. Et quand on dit femme reine en Afrique, ce n'est pas l'épouse du roi, c'est le chef politique. C'est le chef, absolument, absolument. Merci pour la précision. J'ai failli c'est très important. C'est très important. Et c'est le seul continent aussi comme ça. Mais bien sûr, on pourra en citer sans réfléchir. On a notamment chez les Congos une femme qui a été divinisée dans un culte qu'on appelle le Kimunza. Et Kimpavita. Kimpavita, qui a été brûlée sur le bûcher par des missionnaires portugais en 1704. On pourrait citer la reine Zinga, qui a résisté face aux occupants portugais. On a beaucoup d'exemples sans réfléchir dans notre histoire. Et d'ailleurs, même chez les Congos, où on a beaucoup de prêtresses, notamment les Mamangunga, qui ont été des grandes chefs spirituels dans l'histoire du royaume Congo. Eh bien, j'aime vous écouter, Lasconi. J'aurais bien voulu davantage il nous reste étaler. 1 minute. Comme je vous aime beaucoup, je vous prête 30 secondes. Et je vais dire au revoir ensuite. Dites quelque chose, le mot de la fin, en 30 secondes. Je dirais particulièrement aux femmes africaines, puisque cette émission leur est consacrée, de se débarrasser de toutes les saletés qui viennent de l'Inde ou du Brésil, qu'elles renouent avec la beauté, parce que les canons esthétiques, pour mieux terminer, lorsque j'observe les défilés de mode africaine, je suis outré de voir des femmes squelettiques, parce qu'on prend des canons esthétiques qui viennent d'ailleurs, et qui influencent notre mode de vie. Mais elles existent aussi dans oui, la nature. je ne stigmatise pas, mais il y en a qui veulent. Il y a des femmes qui sont naturellement minces. Et d'ailleurs, elles sont jolies. Lucie, elle est très belle. Elles sont très jolies comme ça. Mais c'est celles qui se privent de manger pour justement être minces. Tant qu'on est mince naturellement, ça ne pose aucun problème. Mais voyons bien que la société africaine, les femmes africaines en général sont assez fortes. Et celles qu'on nous présente dans les magazines ne reflètent pas toujours l'Afrique. En tout cas, moi, je retiens de cette émission, pour l'avoir préparée avec vous, pour l'avoir faite avec vous, qu'en Afrique, il n'y a pas d'opposition dans la structure intellectuelle, spirituelle et culturelle africaine entre l'homme et la femme. C'était le fondement même dans la conception de la divinité. Dieu n'a pas une longue barbe chez nous. Il est homme et femme. Il est l'ensemble des deux. Et la société était basée sur ce principe-là. Ça a disparu dans beaucoup trop de cas et ça accompagne tous les autres dégâts que nous connaissons au niveau de l'équilibre de l'Afrique de façon générale. Et si l'Afrique se porte si mal aujourd'hui, c'est en partie parce que la conséquence de la violence avec les envahisseurs de la rencontre a déstructuré le tissu familial. D'un côté, on a écarté la femme de ce qu'elle était, l'assise spirituelle et morale, et on a écarté l'homme de ce qu'il était, l'autorité, pour devenir quelquefois ce qu'on donne, ce que ça a donné, par exemple, aux États-Unis, dans la communauté noire, où c'est très connu. Aussi dans les Caraïbes, parce que la monoparentalité est l'une des conséquences de l'esclavage. Eh ben, l'émission est terminée. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours, je pense, avec une femme, pour parler peut-être d'hommes. On verra bien. Bonsoir, merci d'être fidèle à cette émission. Au revoir.